Le vieux fou de dessin par François Place, troisième partie, chapitres 9 à 12. Il était une fois au Japon, au cœur du 19e siècle, un petit vendeur des rues nommé Tojiro. Le jeune garçon rencontre un jour un curieux vieil homme. C'est Katsushika Okusai, le vieillard fou de dessin, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas. Fasciné par son talent, Tojiro devient son ami et son apprenti et le suit dans son atelier. Chapitre 9. Les 36 naissances du maître. Dans les semaines qui suivent, Tojiro fait de rapides progrès. Il sait fabriquer l'encre selon les besoins du maître, nettoyer le suzuri et les pinceaux, préparer et couper le papier. Il travaille la calligraphie, apprend à lire, apporte les esquisses du maître à l'atelier de gravure et surtout, il enchante le vieil homme par sa gaieté insouciante. Pour récompense, à la fin de chaque matinée, il se plonge dans l'un des nombreux livres du peintre. « Maître, demande-t-il un jour, ne m'avez-vous pas dit que vous êtes l'illustrateur de ce livre ? Si, moineau, mais laisse-moi, je suis sur un dessin difficile. Maître, et celui-là, est-ce vous qui l'avez illustré également ? Oui, c'est bien moi, lâche dans un soupir le vieux peintre. Laisse-moi, j'ai du travail. Mais pourquoi n'avez-vous pas signé du même nom ? Tu sais, si je devais faire le compte de tous les noms sous lesquels j'ai signé, la matinée serait finie et je n'aurais pas avancé. Un artiste comme moi change de nom chaque fois qu'il aborde une nouvelle période de sa vie ou qu'il change dans sa manière de peindre et de dessiner. Par exemple, j'ai changé de nom en quittant l'atelier de Katsukawa Shunsho, mon premier maître. Je commençais à être très connue pour mes portraits d'acteurs de kabuki et j'avais peint une très belle affiche pour un marchand d'estampes du quartier. Un de mes compagnons de travail, passant devant la boutique de ce marchand, la remarqua et la déchira. Il trouvait qu'elle n'était pas conforme au style de notre atelier. Je crois surtout qu'il était jaloux, car c'était vraiment un travail magnifique. Comme il était plus ancien que moi, je n'avais en principe rien à dire. Alors je me suis fâchée et j'ai quitté l'atelier. À cette époque, je signais sous le nom de Shunro, puis je changeais pour celui de Sori. Ensuite, j'ai signé Okusai, qui veut dire Atelier du Nord. Et j'ai décidé de suivre ma propre voie, celle d'un esprit libre planant au-dessus des plaines de l'été. Chaque nouvelle période de ma vie était comme une nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai adopté tant de signatures. Naturellement, tu sais sous quel nom je signe aujourd'hui, moineau. Gaki Orojin Okusai, le vieillard fou de dessin. Alors, qu'en dis-tu ? Ça, c'est tout à fait vous, dit Tojiro en éclatant de rire. Tu ne devrais pas te moquer. Sais-tu seulement que j'ai reçu la visite du shogun en personne avec toute sa garde alors qu'il revenait de la chasse aux faucons ? Vous, le shogun et sa garde de samouraï ? Tojiro en ouvre des yeux tout ronds. Parfaitement, moineau. Les samouraïs, les courtisans, le shogun, tous en grand habit de chasse, montés sur leurs splendides chevaux et portant à leurs poings gantés les faucons les mieux dressés du pays. Mais comment ? Grâce à ma réputation de peintre, bien sûr. Je ne me suis pas contentée d'illustrer des petits livres bon marché. J'étais un artiste connu. Je fréquentais les clubs de poésie, le club des bambous ivres, le club des chapeaux fleuris, le club des chrysanthèmes ébouriffés. Que pourrais-je t'en dire ? C'était une société joyeuse, spirituelle et cultivée. Et je collaborais avec de nombreux écrivains comme Bakin. Bakin ? Oui, Bakin. Il devrait te plaire. C'est un fils de samouraï. Il a écrit des dizaines de romans sur les aventures extraordinaires de guerriers chinois ou japonais, tous très appréciés des samouraïs,
du shogun et de sa cour justement. Mais écoute mon histoire. Ce jour-là, nous étions en automne, je m'en souviens très bien, et j'étais en train de peindre, la cloison ouverte sur le jardin, quand je vis toute cette cavalcade s'arrêter devant chez moi. Le shogun se fit annoncer et me demanda aimablement de peindre quelque chose pour lui. Il désirait me regarder faire, car, disait-il, ma réputation avait franchi les murs de son palais. Aussitôt, j'ordonnai à mon aide de déployer sur le sol un large rouleau de papier et de placer devant moi un pot d'encre claire. Très vite, à l'aide d'un large pinceau, je me mis à dessiner les ondoiements d'une rivière. Jusque-là, les seigneurs me regardaient faire avec un silence respectueux. Mais je sentis chez eux une légère agitation quand je demandai à mon apprenti de m'apporter un coq. Un coq? Un coq, oui. Je trempe donc les pattes de ce coq dans la couleur pourpre et je le fais marcher sur le dessin. Oh! Chaque empreinte de patte avait exactement la forme d'une feuille d'arbre. Il ne me restait plus qu'à signer. Pour finir, je traçai ce court poème au-dessus de mon dessin. Feuille d'automne sur la rivière Tatsuma. Ce dessin fit l'admiration du shogun et sa suite. Et si le coq avait marché à côté, le shogun aurait pu croire que vous vous moquiez de lui. C'était un risque à courir et cela m'amusait. Parfois, le shogun faisait interdire des livres ou des estampes. Certains de mes amis avaient même été condamnés à suspendre leur publication. D'autres ont fait de la prison. Mais nous aimions trop la liberté pour ne pas jouer avec la censure ou l'humeur du shogun. Bien, je dois continuer à travailler. Je te prête ce livre de Bakin. Essaye de te faire aider pour le lire. Quand tu l'auras fini, tu en auras un autre pour la suite. La suite? Oui, la suite. Méfie-toi, c'est une histoire en 20 volumes. Tant mieux, j'adore les histoires de guerriers. Chapitre 10. Les lectures de Tojiro. Plus le temps passe, plus Tojiro prend plaisir à son rendez-vous matinal avec le vieux peintre. Sa curiosité grandit aussi, il ne se lasse pas d'explorer la bibliothèque. Il n'aurait jamais imaginé autant de sujets de livres, des contes, des livres satiriques, des recueils de poésie, des descriptions de la ville d'Edo, des romans, des histoires de fantômes et d'esprits, des traités d'histoire naturelle. C'est la magie du vieux peintre. Il peut en quelques coups de pinceau faire surgir les choses ou les êtres les plus extraordinaires. Des tengu au nez pointu, des souris habillées comme des gens de la rue, ou au détour d'une page, un vaillant guerrier aux prises avec une araignée géante. Beaucoup de ces ouvrages, le vieux peintre l'affirme, ont été écrits par lui-même. Mais comment en être sûr, avec toutes les signatures qu'il a utilisées? Un beau jour, Tojiro se met à rire et à exécuter des pas de danse dans l'atelier. Le maître lève le nez de son dessin. « Eh bien, moineau, quelle mouche te pique ?»« Regardez, maître, ce que j'ai trouvé. » Et il brandit un petit livre intitulé « Leçons de danse par soi-même. »« Oh, oh, je m'en souviens, » rigole le maître. « J'avais rêvé de danse toute la nuit. Et figure-toi qu'au petit matin, je m'étais réveillée avec l'idée dans la tête que je savais danser. J'ai aussitôt pris du papier et un pinceau et je me suis mise à dessiner toutes les danses qui me passaient par la tête. La danse du batelier, la danse du marchand d'eau fraîche, la danse du mauvais esprit et ainsi de suite. Naturellement, tout cela était plus ou moins faux. Je suis même sûre que celui qui voudrait danser en suivant les pas que j'ai indiqués aurait toutes les chances de se retrouver immédiatement le derrière par terre. Tojiro pleure de rire à imaginer le vieux peintre en train d'exécuter dans son atelier des figures de bouffons. Et le voilà qui sautille en tous sens dans la pièce en mimant l'air bougon de son maître.
Un vieux bonhomme comme vous, aussi raide qu'une tuile de toit, danser avec des socs en bois, je n'y crois pas, je n'y crois pas. Ah, mais ça suffit, moineau, je ne t'ai pas pris chez moi pour que tu te moques de moi. Tu me provoques? Très bien, en garde, défends-toi, nous allons bien voir si tu es de la graine de samouraï. Alors, comme saisis par le démon de la danse, le vieux peintre et Tojiro se mettent à tourner l'un autour de l'autre en se menaçant chacun de la pointe d'un pinceau. Une attaque est lancée. Hop, on fait un pas de côté. Entre chat, esquive, grimace et offensive, tout est bon. Le vieil homme pousse des rugissements rauques à moitié étouffés et fronce les sourcils qu'il a déjà naturellement en bataille. Le jeune garçon, lui, roule des yeux en sautillant de tous côtés. Tout s'achève en une crise de fou rire qui les secoue longtemps tous les deux. « Merci, moineau, dit le maître quand ils sont enfin calmés. Cela m'a rappelé mes duels avec mon ami Bakin. Nous nous sommes disputés je ne sais combien de fois, et nous avons ri bien davantage. Tu es sur la bonne voie, un bon artiste doit souvent rire. » Chapitre 11. Promenade au temple. Aujourd'hui, moineau, je t'emmène en promenade. Il fait trop beau pour rester à l'atelier. Et puis, j'ai envie de marcher. Ils s'en vont par les petites rues où tout leur est si familier. Ils reconnaissent les bruits, les odeurs, les cris de chaque métier. Tojiro veut à tout prix faire étalage de son savoir. Il bombe son petit torse de moineau et n'arrête pas de pépier, quand Hokusai l'arrête soudain et lui fait signe de se taire. « Chut, regarde, dit-il en tendant le doigt. Tu vois le papillon sur la pivoine ? Tous deux s'immobilisent et dans les yeux du vieillard passe le même émerveillement que dans ceux de l'enfant. Quand, ensemble, ils se remettent à marcher, le maître serre la main de l'enfant et lui glisse à l'oreille. Apprends à regarder en silence si tu ne veux pas que le bruit chasse devant tes yeux la beauté des choses fragiles. Tout en cheminant, ils passent sous un torii, un grand portique de pierre qui annonce l'entrée d'un temple shinto. « Maître, dit soudain Tojiro, je voudrais faire un vœu et prier le dieu renard. » « Eh bien, entrons, propose le vieillard. Il se lave les mains à l'eau d'une source, puis dans une première cour, il s'incline devant un grand encensoir, en inspirant doucement les fumées odorantes de l'encens qui montent dans l'air frais du matin. De grands arbres font une pénombre accueillante, un petit cours d'eau chante en cascadant parmi quelques rochers couverts de mousse. Une allée de lanternes de pierre mène à un pavillon qui abrite une lourde cloche de bronze. Un prêtre shinto, accompagné de 2 officiants, la fait résonner pour attirer sur le temple la bienveillance des dieux. Tojiro s'incline devant un autel consacré au dieu renard. Dans le secret de son cœur, il demande au dieu de lui accorder le talent de son maître. Le vieillard regarde prier l'enfant en souriant. « Maître, demande Tojiro en se redressant, vous ne priez pas avec moi le dieu renard ? Non, moineau, je suis bouddhiste. Un autre jour, si tu veux, je t'amènerai avec moi au temple de Daruma. Le moine qui veille sur ce temple est mon ami, et je voudrais lui offrir une peinture pour remercier Daruma de me prêter si longue vie. »« C'est vrai que vous êtes vieux, remarque gravement Tojiro. Pourtant, je vous trouve plus jeune que mon oncle. Jusqu'à quel âge voulez-vous vivre ? Jusqu'à 100 ans, moineau, je l'espère, et davantage si je peux. Chapitre 12. Le défi. J'ai faim, dit le vieux peintre en sortant du temple. Je t'invite à picorer un morceau, moineau ? Ils s'attablent tous deux à une échoppe en plein air. Hokusai commande des soba, délicieuses nouilles de blé noir, des norimaki, boulettes de riz et de légumes entourés d'algues séchées, et se fait apporter pour lui une théière de thé vert.
Est-ce que tu as déjà entendu parler du grand portrait de Daruma que j'ai fait un jour? Non, répond le garçon, qui engouffre des bouchées doubles de ce qu'il peut avaler. Non, fait le peintre un peu déçu. C'est pourtant une histoire fameuse. Je m'étonne qu'un garçon de ton âge ne la connaisse pas. Il est vrai que cela se passait à Nagoya. Nagoya? Connais pas. Bon, fait le vieillard agacé. J'espère que tu profiteras un jour de tes ailes pour t'envoler, moineau. Il y a d'autres villes que celle où tu es né. Qui sait, un jour tu prendras peut-être ton bâton de pèlerin pour emprunter la route du Tokaido qui mène jusqu'à Kyoto, notre vénérable cité impériale. Une fameuse route, crois-moi. On y croise toutes sortes de gens, des marchands, des pèlerins, des dames de la cour en voyage, tout cela dominé de très haut par les neiges du mont Fuji. Ma foi, oui, je verrais bien ta frimousse se promener avec un baluchon sur ce haut chemin. Mais où en étais-je? À Nagoya, maître. À Nagoya, c'est ça. Voyons, c'était dans l'année 1817. Tu n'étais pas sorti du nid, moineau. Je séjournais là chez des amis, et figure-toi qu'il se trouvait dans cette ville des gens, des jaloux, qui prétendaient que je n'étais pas un véritable artiste, sous prétexte que j'illustrais trop de livres populaires. Mais je les trouve très beaux, vos livres. Ah, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Donc ces gens disaient comme ça, c'est Okusai. Il a juste un tour de main, du métier sans aucun doute, mais pas le moindre génie. Il n'arrive pas à la cheville d'un Utamaro. Ce n'est qu'un artiste vulgaire. Un artiste vulgaire, tu entends ça? C'est à croire qu'il n'avait jamais vu mes peintures. Non mais tu te rends compte, moineau? De colère, le vieux peintre en renverse son thé. Tojiro lève le nez au-dessus de son bol et regarde son maître. Il a plus que jamais l'air d'un vieux fou. Les touffes de poils blancs qui ornent son vieux crâne se hérissent et des flammes semblent lui sortir des yeux. Mes amis se sont réunis pour prendre ma défense et m'ont proposé de faire la démonstration de mon talent de manière éclatante. Nous avons décidé que je réaliserai un portrait géant de Daruma dans la cour du grand temple de Nagoya. Nous avons fait placarder partout dans la ville des affiches pour annoncer l'événement. Okusai Taito ga Kyojin, notre hôte de la capitale de l'Est, le 5e jour du 10e mois de l'année du bœuf, exécutera un portrait géant de Daruma. Et tu peux me croire, il y avait du monde pour les lire. Le visage du vieux peintre s'anime de plus en plus. Il met dans ses paroles toute la conviction et la fougue de sa jeunesse, si bien que Tojiro croit soudain voir devant lui une sorte de démon du dessin et de la peinture, habité d'une violente colère. Il en oublie de manger et, la tête dans les mains, ouvre grandes ses oreilles au récit du vieux peintre.